FNSD parti na biso moko yangoyo ya sénateur na biso Fikiri. Merci de nous refaire confiance. Bienvenue à ce magazine tourné en dehors de nos studios, nos plateaux. Nous sommes à Binza. C'est le sénateur Fikiri Dieudonné qui nous reçoit dans ce cadre magnifique, comme la fois passée. Eh bien, il est en face de nous pour se prononcer sur des questions d'actualité. Il y en a beaucoup, mais nous en avons sélectionné quelques-unes. Dieudonné Fikiri, bienvenue. Merci beaucoup, M. Fabien. C'est un plateau de circonstances, c'est vous qui nous recevez et nous vous recevons chez vous. Merci beaucoup. Alors, vous êtes Dieudonné Fikiri Alimassi, sénateur élu de la province de la Tchopo, l'ancienne province orientale. Vous êtes promoteur de la fondation Fikiri Solidarité, très engagé dans les œuvres humanitaires et surtout l'adduction et la desserte en eau potable grâce à des matériels que vous achetez pour servir la banlieue quinoise et surtout les coins les plus reculés qui souffrent en termes d'eau potable, justement. Vous êtes également président d'une grande formation politique, FNSD, Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Vous avez un complément? Ben écoutez, je suis également président du groupe provincial de la Tchopo au niveau du Sénat. Et puis voilà, d'autres casquettes, on ne peut pas les évoquer ici, mais vous le comprendrez lorsqu'il se prononcera sur quelques questions d'actualité en rapport avec nos rapports ou notre collaboration avec le Fonds monétaire international. Dieudonné Fikiri, dernièrement, vous avez donc présidé les assises de votre parti. Il s'agit de la session extraordinaire du bureau politique du FNSD. Alors, pourquoi ces assises en cette période? Bref, la grande motivation. Ben écoutez, vous venez de le dire. Hein. Vous dites, dans votre introduction, vous avez parlé de débat autour des questions d'actualité. Et je pense que l'actualité aujourd'hui est dominée par les problèmes liés aux différentes réformes que nécessite notre société pour un développement. Nous nous sommes réunis, nous, parce que nous pensons que la démocratie fait évoluer le développement, conduit un pays vers le développement, et qu'une bonne organisation des élections, en tout cas, permet justement d'atteindre cet objectif-là. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis pour analyser les différentes réformes qui se rapportent au processus électoral et également en examinant les autres questions d'actualité, comme vous avez dit, et qui dominent notre espace politique à la date d'aujourd'hui. Bon, les réformes, on en parle. Beaucoup de formations politiques sont présentes dans les médias, elles en parlent. Mais pourquoi le FNSD se prononce un peu tardivement sur les réformes électorales au pays avec tout ce que cela a suscité comme véritable tollé dans la sphère politique? Pourquoi ces réactions tardives? Je ne sais pas si le FNSD s'est prononcé en retard par rapport à quoi. Peut-être que bon, vous pouvez m'éclairer, mais je sais que nous sommes parmi les premiers des partis politiques à organiser cette réunion du bureau politique, une réunion extraordinaire, uniquement chargée d'examiner toutes ces questions. Et nos analyses sont parties d'une part du processus électoral à travers son système électoral, et également autour du pouvoir organisateur. Nous avons réfléchi, à l'instar des autres partis politiques qui ont eu à analyser, est-ce que l'élection du président de la République devrait continuer à se faire comme ça se passe aujourd'hui,
ou bien qu'il devait être question de revenir, parce que bon, l'exposé de motifs de notre Constitution le répète, que depuis toujours, nous souffrons d'une crise de légitimité. Et pour nous, nous avons pensé que analyser cette question et apporter notre voix sur l'échiquier politique à ces sujets était intéressant. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'en réalité, pour le FNSD, il faudrait que nous puissions revenir à l'organisation de l'élection présidentielle, par exemple, hein, et au suffrage direct, évidemment, mais à choses à détour. Par exemple, ça c'est une première résolution du bureau. La seconde résolution du bureau a porté également sur l'analyse autour des élections législatives. Et là, nous avons dit qu'il devait être question de maintenir le suffrage universel, évidemment direct, pour les députés nationaux. Mais là où nous sommes butés à un problème, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé lors des élections de 2018, oui, avec ce problème de seuil, nous nous sommes prononcés contre les seuils, parce que nous pensons que la classe politique déclare une chose et son contraire en même temps. On dit qu'il faut renouveler la classe politique, mais on met des conditionnalités qui découragent même l'éclosion de jeunes partis politiques et même de jeunes acteurs politiques qui sont obligés de s'accrocher à de vieux partis parce que des gens ancrés. Et là, question tout simplement de se retrouver dans un monde où le seuil peut être garanti. Donc, en fait, quand vous regardez très bien, vous allez dans une organisation, peut-être qu'il ne vous convient pas, mais pour le besoin de la cause, vous acceptez d'aller là, vous apportez votre popularité dans cet espace et vous êtes condamné au regard de loi de demeurer là-dedans avec votre popularité. Mais quand est-ce qu'on aura de jeunes partis politiques? Quand est-ce qu'on aura de jeunes acteurs politiques? L'opacité qui a entouré le seuil, personne ne peut savoir s'il a atteint le seuil ou il n'a pas atteint le seuil. Moi-même, dans la zone où davantage d'activités au niveau de Moamba, par exemple, dans une contrée, on m'a donné plus de 28 000 voix. J'ai les bulletins, mais je n'avais nulle part où je pouvais aller faire valoir cela, parce que l'opacité qui entoure l'atteinte ou la non-atteinte de seuil revenait à la seule CENI. Donc pour nous... Et plus d'une personne s'est interrogée comment Dieudonné Fikiri, qui a une proximité importante avec les Quinois de la banlieue, oui. N'est-il pas sorti quand même député national? Exact. Ma propre population a pleuré. D'ailleurs, vous avez vu, à un moment, j'ai eu un problème dans la distribution d'eau. La population a réclamé, a pensé que je lui ai tourné le dos. Mais je me suis présenté ce jour-là et ils ont fustigé le comportement des animateurs de l'époque de la CENI, raison pour laquelle, au niveau du pouvoir organisateur, le bureau politique du FNSD a pensé qu'il faudrait peut-être que la composition de ce bureau soit apolitique, si pas à partager de manière égalitaire au niveau du bureau. Parce que bon, on ne peut pas comprendre pourquoi la majorité peut avoir plus de représentation au niveau du bureau que d'autres. Alors que bon, ils sont une majorité d'un scrutin passé. Ici, nous allons vers un nouveau scrutin. Donc, demeurons égalitaires. Sinon, il faut laisser à la société civile cet espace pour essayer de garantir plus ou moins l'impartialité. Est-ce que le bureau politique du FNSD a donc décidé par rapport au vote des sénateurs? On dit que le vote des grands électeurs est le plus dangereux.
les votes de gouverneurs, il y en a qui lèvent les voix ou leur voix pour dire qu'il faut un suffrage universel direct. Ben écoutez, le bureau s'y est le bureau s'y est penché. Le bureau s'y est penché. Pour le bureau, en ce qui concerne le gouverneur, bon, ça serait des élections au suffrage provincial direct, à deux tours s'il échait. Pour ce qui est des députés, je l'ai dit, nous restons dans le suffrage direct au niveau des circonscriptions. Et pour nous, nous nous prononçons pour le maintien de l'actuel mode d'élection des sénateurs. Tout simplement parce que, bon, un sénateur, il est le représentant, c'est l'émanation d'une province. La province, elle, est structurée en communes, lesquelles communes deviennent, unies ou pas unies, des circonscriptions électorales pour les députés. Alors, vous allez organiser les élections du sénateur au suffrage universel de quelle manière? Au niveau de la province. Ça voudrait dire que le sénateur doit être élu par toutes les circonscriptions qui composent la province pour qu'il soit représentant de la province au niveau du Sénat. Ou alors, et si c'est le cas, eh bien, il faudra inverser les rôles à ce moment-là. Parce que vous savez très bien que dans les résolutions parlementaires, s'il y a une collision, si le vote au niveau du Parlement et au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, ce vote ne se marie pas, eh bien, on est obligé d'aller à une commission paritaire. Et au niveau de la commission paritaire, si on ne s'entend pas, c'est l'Assemblée nationale qui prend le dessus. Quel a donc l'avantage Donc vous comprenez que si le sénateur doit être élu au suffrage universel au niveau de la province, ça veut dire que toutes les circonscriptions de la province doivent se prononcer pour ces sénateurs-là. Eh bien, il est plus élu que le député, qui lui est élu dans une circonscription. Et là, le rapport chambre exact. Risque d'être faussé. Exact. Et voilà, on évolue pour terminer cette restitution de manière ramassée. Est-ce que le bureau politique s'est quand même prononcé sur cette faisabilité de 2 tours? Le second tour de la présidentielle, ça sera coûteux, il y a moins de jus ou pas suffisamment de jus dans les grappes. Vous êtes un homme qui a une expérience avérée dans les finances et les banques. Oui. Comment on fera face à ce défi? Vous savez que ça va exiger suffisamment de moyens financiers. Mais je pense que, bon, d'abord, l'organisation même des élections. Nous avons vécu les élections de 2018. C'est le même électorat, le même jour, qui a eu à voter et pour le président et pour les sénateurs. Mais quand vous regardez bien en termes de nombre de bulletins, c'est davantage réduit pour l'élection présidentielle que pour l'élection des députés. Première chose. Deuxième chose, je me dis, les problèmes de financement ne se posent pas du tout dans notre pays. Parce que quand vous regardez, aujourd'hui nous sommes en train de vivre les contrôles. Vous entendez des millions qui échappent au trésor? Il suffit de mettre du sérieux dans la gouvernance. Eh bien, je crois que bon, l'argent sera disponible. Et troisième chose, regardez la contrepartie de la non-obtention de la légitimité au terme des élections. La crise de légitimité coûte cher, que vous le vouliez ou non. Si on peut évaluer le coût des perturbations apportées par la crise de légitimité, regardez depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Monsieur le sénateur, l'actualité c'est aussi, oui, ces conditionnalités du FMI, c'est aussi Minembwe. Minembwe, encore Minembwe. Je voudrais qu'on commence par Minembwe. À ce stade, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et on dit qu'il y a
d'abord tricherie au niveau même du décret qui a été pris par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Certains parlent seulement d'une installation du bourgmestre, son adjoint, une installation frauduleuse avec tapage, profitant de l'absence du chef de l'État. Alors, quel est le point de vue du parti FNSD? Je m'habitue à bien prononcer le sigle du parti. Oui, le Front nationaliste pour la solidarité et le développement s'est penché sur la question. Et le Front nationaliste, le FNSD, a tout simplement dit que nous tenons tous à un état de droit parce qu'il s'est agi d'une fraude. Le FNSD demande tout simplement l'annulation pure et simple du décret qui a été conçu et même publié, signé et publié, alors qu'il est assis sur une fausseté. Nous avons fait un effort pour trouver les résolutions de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Effectivement, nous sommes arrivés là à avoir une copie, et dans cette résolution, nulle part, on a parlé de l'érection de Minembwe comme commune. Une chose est certaine, c'est que le décret est assis sur une fraude, et comme il y a une fraude, parce que nous disons c'est un état de droit que nous voulons, eh bien, le décret devra être annulé. Mais non, il est question d'analyser. Est-ce que les conditions sont réunies? On peut renvoyer les dossiers au niveau de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, qui peut à nouveau se réunir. Peut-être que, parce que bon, le décret date de 2013. Peut-être que entre 2013 et aujourd'hui 2020, les conditions peuvent avoir été réunies. Eh bien, à ce moment-là, bon, on peut refaire une autre résolution et mettre en place un décret qui érige cette commune-là, cet espace en commune, si les conditions sont réunies. Mais en tout cas, nous disons que, et c'est pour ça que je viens de dire tout de suite ici, qu'il n'y a pas un problème de financement, c'est un problème de respecter la loi. Il faut éviter que les gens continuent avec les habitudes de se situer au-dessus de la loi. Votre parti reste équilibré, légaliste bien entendu, mais équilibré sur ce sujet, une question pertinente. Certains, dans leur réaction émotionnelle, voient un plan, le début de la réalisation d'un plan concocté en dehors de notre pays. Est-ce que c'est votre regard? Ben, écoutez, vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Ça, je vous dis, le FNSD n'en a pas parlé, mais je donne mon point de vue. Je dis, d'après ce qui se raconte, dans la mesure où ça se vérifie, je peux dire que bon, les craintes peuvent être fondées. Parce qu'on nous dit déjà qu'à l'époque du RCD, il y a eu tentative d'ériger cet espace en territoire. On s'est opposé et on a mis de côté cet aspect des choses. Et nous suivons les déclarations de nos collègues parlementaires de ce côté-là. On évolue, on constate la manière dont le décret a été signé sur base de fausseté. Ça ne peut qu'inquiéter. La manière dont les autorités de ce coin viennent d'être installées, ça inquiète. C'est normal que les gens... Et la réjouissance en dehors de nos frontières... À cela s'ajoute... Et des prophéties... Voilà, exact. Alors, et puis bon, dans le réseau, nous voyons également un pays voisin, un pasteur, qui est en train de vanter ce qui vient de se passer. Prophétie sur Minembwe. Exact. Donc tout ça, ça ne peut que inquiéter, et c'est normal. Vous comprenez? Au-delà de l'inquiétude, est-ce que vous avez peur? Ben écoutez, personnellement, je n'ai pas peur parce que le FNSD a toujours dit que la RDC restera une et indivisible. Et
il sera à côté de tous ceux qui ont cela comme slogan. C'est le vœu de tous et il y en a qui se battent pour ça. Dieudonné Fikiri, l'autre sujet, on l'a évoqué, les conditionnalités du FMI à notre pays par rapport au budget 2021, ça c'est votre tasse de thé. Vous en avez même proposé la fois passée qu'on puisse élaborer 2 budgets. Alors maintenant, on vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous continuez à soutenir? Mais écoutez, d'abord, avant de parler du budget 2021, il faut jeter un regard sur le budget 2020 qui vient d'être rectifié. D'accord? Le budget 2020 avait été élaboré dans un contexte de mise en place d'un programme de référence avec le Fonds monétaire. Et ce programme avait ses critères quantitatifs et ses repères structurels. Et ce programme s'étendait de novembre 2019 à mai 2020. Mais le budget, lui, a été élaboré en intégrant aussi la substance d'entrée en programme triennal avec le Fonds monétaire. Donc même s'il y avait un programme de référence qui était un programme test, mais, et c'est pour cela que vous avez entendu cette histoire de plan de trésorerie à l'époque, et plan de trésorerie et budget. Vous comprenez? Alors, dans cet espace du programme de référence, le pays a réussi les critères quantitatifs et même qualitatifs de la première sous-période qui part de novembre à mars. Et cela a permis que nous puissions avoir les différents tirages du Fonds monétaire international et notamment un montant de plus de 600 millions de dollars au titre d'appui à la bande de paiement et au titre d'appui budgétaire. Et également, il y a eu des apports des multi et bilatéraux. Mais la sous-période partant de novembre à partant de mars à mai 2020, la RDC n'a pas réussi ce programme-là. Et pour le Fonds monétaire, avant d'envisager le programme de 2021, il faut d'abord corriger le programme de référence. Il faut rentrer de nouveau dans le succès de ces différents critères. Et cela constitue des conditionnalités pour l'élaboration du budget 2021, lequel budget 2021, malheureusement, est assis, à l'instar de l'actuel budget de 2020, même rectifié, sur les apports attendus des partenaires extérieurs. Parce que je dois vous dire, M. Fabien, le budget rectificatif ici ne va pas passer les 10 000 milliards, donc ne va pas passer les 5 milliards 700 millions à peu près de dollars américains. Là où on s'attendait à près de 11 milliards de dollars avant Covid. Mais là-dedans, en sus de ces 5 milliards 7, il y a l'apport attendu des partenaires extérieurs, donc du Fonds monétaire et multilatéraux et bilatéraux, un apport qui tourne autour de 3 800 milliards d'ici la fin de 2020. Mais cela reste conditionné. C'est là où se situent maintenant les conditionnalités dont vous parlez. Le Fonds monétaire Qu'adviendrait-il ils disent, si la RDC ne parvenait pas à satisfaire à toutes ces conditions? Eh bien, si la RDC ne satisfait pas à ces conditions, le Fonds monétaire n'entrera pas en programme avec la République démocratique du Congo. C'est dit dans le document du Fonds monétaire international, parce que bon, ils ont mis des préalables. Parmi ces préalables, ils demandent à ce que que la Banque centrale ne donne plus des avances au gouvernement, que la Banque centrale soit restructurée dans son conseil d'administration, comme je vous dis, et qu'il faut mettre la transparence dans la gestion du secteur minier. Est-ce que ces conditions sont irréalisables par la RDC? Non, dans la mesure où il y a la volonté politique.
Ces conditions sont tout à fait réalisables, pour autant que nous tous, nous puissions avoir à l'esprit une approche holistique, hein, pour le développement de cette nation. Alors, votre thèse des 2 budgets qu'il faut élaborer. Voilà, justement. Pourquoi 2 Cette thèse s'inscrit dans la logique d'entrée en programme. Parce que le Fonds monétaire a bien précisé que cette fois, ils attendent un budget réaliste. Et ils précisent pas comme celui de 2020. Le budget réaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez identifier les recettes au regard de réalisation l'année passée. Ça veut dire que vous avez des actes générateurs qui ont des recettes, qui ont déjà porté des fruits et qui ont donné des résultats. Là, on est sûr que la caisse, donc le trésor, recevra les recettes plus ou moins sûres, à partir desquelles on va commencer à effectuer des dépenses, lesquelles dépenses doivent être contingentées. Parce que les fonds conditionnent également, dans un budget réaliste, les contingences des dépenses. Vous comprenez? Pour éviter des retombées au non-respect des critères que nous n'avons pas respectés pour la deuxième sous-période. Alors, maintenant, moi, je dis, nous avons des ambitions nationales. Nous avons des actes générateurs de recettes que nous pouvons provoquer, que nous pouvons susciter et mettre en place, susceptibles de générer des recettes additionnelles à ces recettes réalistes. Mais parce que le Fonds monétaire ne veut pas intégrer ces recettes additionnelles dans les recettes qu'il juge réalistes, autant que nous puissions avoir notre budget de travail. Et les contrôles parlementaires, pour nous, se feraient au regard des recettes auxquelles nous aspirons, et les régies seront appelées à se comporter au regard de ce budget-là. Parce que le budget découlant des recettes réalistes sont quasi sûrs. Voilà. Heureusement que vous êtes sénateur, donc parlementaire. Toutes ces propositions, peut-être, seront glissées dans les fardes de la commission ECOFIN. Et au niveau du Sénat, d'abord, et peut-être pourrait souffler une réflexion profonde au niveau de la Chambre basse. On termine cette interview par ce sujet, la caucance. Oui, sa gestion. Le président a reçu les 2 présidents de 2 chambres du Parlement. Après, il a reçu les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Les juges nouvellement nommés doivent prêter serment. Apparemment, les gens restent sobres. On dirait une sorte de cendre qui couvait le feu. Est-ce que votre parti a un mot à placer là-dessus? Ben écoutez, bon, au niveau de notre parti, nous pensons qu'il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des problèmes à ce sujet-là. Parce que, bon, la prestation de serment se fait devant qui? C'est le président de la République qui prend acte de la prestation de serment des juges. Devant la nation, mais devant la nation, même le président, quand il tient son discours à la nation, il fait l'état de la nation. Ça se passe à la télévision, non? C'est la même chose. Le Conseil supérieur de la magistrature sera représenté. J'ai entendu, d'ailleurs, ils ont dit. Donc, je crois qu'en réalité, le problème ne devrait pas se poser. On a compris. On a compris la position du FNSD. Politiquement parlant, le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, est-ce qu'il est sur la bonne voie par rapport à toutes ces prises de position? Ben, écoutez, je pense qu'en réalité, dans la mesure où le FNSD, dans ses positions, reste objectif
et reste légaliste, reste accroché à l'idée que nous tous, nous devons cheminer, nous devons cheminer vers un état de droit, fait des critiques sans complaisance, sans parti pris. Nous pensons que nous sommes dans la bonne voie. Et la nation nous suit, et la nation nous sera reconnaissante par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Merci Dieudonné Fikiri. Je rappelle que vous êtes sénateur, élu de la province de l'Anchopo. Vous êtes également promoteur de la Fondation Fikiri Solidarité, très engagé dans les actions humanitaires dans la périphérie de Kinshasa. Et puis, vous êtes président d'une formation politique qui, appuyant sur eux, nous avons cité le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD. Nous vous remercions de vous prêter à nos questions sur l'actualité. Merci beaucoup à M. Fabien. Et je crois que très prochainement, je dois vous inviter pour faire un tour un peu et voir comment se comporte notre fondation et quelles sont les actions sociales de notre fondation. Là, vous serez vous-même le cotateur. Vous allez coter les actions du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Je vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir donné votre temps. À très bientôt pour un autre numéro sur un autre sujet d'actualité avec le même plaisir, même percutance. Au revoir.